Bonjour et bienvenue. Vous écoutez Inner Voyage, un espace de partage et de liberté. Nos invités nous racontent des expériences uniques, celles qui leur ont permis d'ouvrir les portes de leur psyché. À travers leurs histoires personnelles et intimes, ils partagent ce qu'ils ont appris sur eux-mêmes, les espaces de leur inconscient qu'ils ont pu visiter, comment ce voyage les a déplacés et en quoi cela a changé leur rapport au monde. Cette semaine, nous recevons Manon, trentenaire parisienne, férue d'art et atteinte d'un trouble bipolaire de type 2. Le trouble bipolaire, autrefois appelé la psychose maniaco-dépressive, toucherait entre 1 à 2,5% de la population française. Manon nous partage son point de vue unique sur cet état psychique. Bonjour Manon, et merci beaucoup d'avoir accepté de me rencontrer aujourd'hui. Merci pour ta confiance. Est-ce que tu veux commencer par te décrire en quelques mots ? Oui, alors merci à toi pour cette invitation dans ce premier épisode. Du coup, je m'appelle Manon, j'habite à Paris, j'ai 30 ans. Pour me représenter en quelques mots, je suis quelqu'un de relativement joyeuse, très curieuse, plutôt passionnée, notamment d'art et puis d'autres domaines, voilà. Quelles sont aujourd'hui tes forces ? Quelles ont été tes faiblesses par le passé et quel a été ton parcours ? Donc effectivement, j'ai un trouble bipolaire. Donc forcément, ça a beaucoup joué sur l'organisation de ma vie dès le démarrage du trouble, mais en réalité, ça commence assez tôt. Et jusqu'à la stabilisation, pour résumer de manière assez simple ce qu'est le trouble bipolaire, en fait, c'est un dysfonctionnement au niveau de la partie émotionnelle du cerveau, donc amygdale et hippocampe, où il va y avoir une surproduction de sérotonine et de dopamine. Et par moment, cette surproduction, elle déclenche des états, on va dire, d'euphorie intense, parce que c'est très, ça se voit, c'est visible, c'est pas simplement un coup d'hyperactivité, c'est vraiment des idées de grandeur, des idées qui peuvent aller jusqu'à de la mégalomanie, où on a le sentiment d'être quelqu'un de très très puissant, et donc d'agir comme tel. Donc c'est au moment aussi où on prend des décisions, où on peut avoir un fort esprit de conviction. Donc certains bipolaires trouvent même cette phase plutôt agréable, mais en réalité ça peut aller très très loin et ça peut être très dangereux, parce qu'il y a évidemment des drames qui se sont déroulés dans des phases maniaques chez certains bipolaires. Et puis c'est surtout qu'après cette phase-là, comme on n'a plus du tout en stock de sérotonine et de dopamine, on tombe dans ce qu'on appelle la phase dépressive. Donc là, c'est pas une dépression saisonnière, c'est vraiment une dépression qui est profonde, où on est alité et puis en général hospitalisé. Donc ma vie a été rythmée évidemment par ces phases. Donc moi j'ai commencé à avoir des symptômes à l'âge de 10 ans, des premiers symptômes, donc beaucoup de TOC, donc les troubles obsessionnels et compulsifs. Donc à l'âge de 10 ans ça a commencé, beaucoup de cauchemars, des nuits très très agitées, des insomnies, sachant que dans le trouble bipolaire vraiment le premier symptôme c'est le sommeil, parce qu'en phase maniaque on ne dort pas pendant plusieurs jours sans sentiment de fatigue. Et puis j'ai fait une première phase à 18 ans dépressive profonde, et puis après tout s'est enchaîné. Voilà, donc effectivement, mon parcours, il a été semé d'embûches, j'ai envie de dire, mais très riche. Pendant ces phases, est-ce que tu as l'impression d'être déconnecté de toi-même, ou est-ce que, au contraire, tu as l'impression d'avoir plus d'intuition, d'être plus sensible à ton environnement ? Comment est-ce que tu décrirais ça ? En phase maniaque, ça dépend parce que à quel point elle monte. C'est-à-dire que moins on va dormir, plus les idées psychotiques, etc. peuvent venir. Mais oui, c'est sûr qu'à ce moment-là, dans la phase maniaque, j'ai, comme toutes les personnes en phase maniaque, des capacités que j'ai pas en phase euthymique, c'est-à-dire en phase normale. J'ai une capacité de production qui est anormale et qui est couplée au fait qu'on ne dort pas, donc on fait que produire tout le temps. Et puis beaucoup d'idées.
On appelle ça des idées dites filantes parce qu'il y en a tellement qui arrivent en même temps qu'on n'arrive pas à aller même jusqu'au bout vraiment de l'idée. Beaucoup de confiance, etc. Donc là, ça peut aller. Là, pour l'instant, je pense que c'est les capacités qui grandissent, mais après, on peut basculer dans une phase où là, on ne maîtrise plus rien du tout et que là, on est en déconnexion, oui, totale avec la réalité. Ça, c'est ce qu'on appelle la phase maniaque psychotique. Donc, c'est comme si on avait pris une drogue dure. Et type LSD, souvent les gens ils font la comparaison entre la manie et le LSD. Et en phase dépressive, t'as plus tes capacités de fonctionnement normal, au niveau cognitif, t'es vachement ralenti. Donc après, à savoir si c'est mon cerveau ou pas qui s'est déconnecté, je pense que mon cerveau est comme ça. Que si ça va trop loin, là, on peut aller je peux perdre contact avec la réalité, mais sinon, effectivement, j'ai une construction chimique qui est un peu différente de la normale, quoi. D'accord. Donc c'est un peu comme si tu avais exploré tout le spectre de tes personnalités, de ta personnalité, et que quand tu atteins les extrêmes, en fait, au bout d'un moment, ça te déconnecte un peu de toi-même. C'est ça, quand t'es allé trop loin dans ce spectre, effectivement, là, t'es plus du tout en maîtrise, et là, c'est vraiment très perturbant, c'est-à-dire que moi, je fais principalement de l'hypomanie. Donc c'est la version un peu atténuée de la manie, bon, qui reste quand même problématique. Mais la manie, en général, c'est vraiment psychotique. Et là, j'ai fait un seul virage maniaque psychotique. Et en plus, j'avais pris avec de l'alcool, des stupéfiants, etc. Donc ça a vraiment explosé. Et en fait, j'ai complètement disparu pendant plusieurs jours. Et je me suis retrouvée même plus à Paris carrément. Et puis j'ai réatterri le lundi chez ma tante. Mais bon, après je me suis hospitalisée, mais encore aujourd'hui je ne sais pas du tout ce qui s'est passé pendant ces plusieurs jours. Après j'ai sur le téléphone, etc., j'ai des traces, mais par contre j'ai beaucoup de témoignages de gens qui en phase maniaque, par exemple, ont sauté par la fenêtre. Ça, c'est les défenestrations, c'est assez courant en phase maniaque, parce que c'est pas dans un but vraiment suicidaire, même pas du tout. C'est parce que à ce moment-là, la personne pense, elle est tellement dans ses idées mégalomaniaques, elle pense qu'elle est en capacité de maîtriser les éléments, de voler, etc. Donc la fenêtre, c'est une porte pour nous, quoi. Donc j'avais un témoignage comme ça sur mon blog d'une fille qui m'avait dit qu'elle avait sauté du 5e étage en pensant qu'elle était au rez-de-chaussée, quoi. Et polytraumatisme, 1 an d'hôpital, alité pendant 1 an, rééducation après pendant des années. Enfin bon, donc ça c'est vraiment, c'est pour ça que oui, il y a quelque chose d'assez excitant dans la période maniaque que les gens recherchent, parce que effectivement c'est un peu un moment où on est des surhommes, ce que j'appelle, mais ça peut très vite virer au drame. Et c'est surtout que plus la phase maniaque va être haute, plus la phase dépressive va être profonde. Donc ça vaut vraiment pas le coup. Aujourd'hui, ça fait plusieurs mois que tu es stabilisée. Oui, ça va faire bientôt 1 an là qu'on a trouvé le bon traitement. Donc il faut savoir que dans la bipolarité, déjà le temps diagnostique est très long, en moyenne entre 7 et 10 ans. Et ensuite, il faut trouver le bon traitement, la bonne molécule qui marche avec le bon cerveau, à la bonne dose, etc. Et ça, c'est très très long. Donc moi, ça a mis 10 ans. C'est-à-dire que j'ai fait ma première phase à 18 ans. J'ai été diagnostiquée à 25 ans. Avant, on m'avait posé le diagnostic de dépressive, borderline, TDAH, et puis finalement bipolaire. Et on a trouvé le bon traitement que 4 ans plus tard. Et le fait d'avoir enchaîné ces diagnostics, comment est-ce que ça te faisait sentir ? Est-ce que tu avais l'impression d'être incomprise, ou est-ce que tu étais dans une quête un peu de toi-même aussi, Je me rendais compte que ça allait pas. Je me rendais compte que je souffrais énormément, sans doute beaucoup plus que les autres. En tout cas, même pour aucune raison, quoi. Je pouvais me sentir très 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 mal.
Et j'avais pas besoin de mettre forcément un nom, même si ça me rassurait qu'on ait identifié qu'il y avait un trouble, parce que je me disais au moins j'invente pas, quoi. Mais effectivement, le trouble borderline, c'était pas, ça avait du sens aussi parce que la bipolarité, elle est pas, elle est rarement seule. Il y a rarement une seule bipolarité. Normalement, en règle générale, il y a des comorbidités associées. Donc, dans mon cas, c'était l'alcool. J'ai été très longtemps alcoolique. Les troubles du comportement alimentaire, c'est pareil, très fréquent chez les bipolaires. Et puis les TOC. Voilà, donc c'est le seul truc dont j'ai pas réussi à me débarrasser complètement, mais ça va. Mais c'est difficile parce que déjà on peut pas tout traiter en même temps. Ensuite, faut traiter par ordre de priorité, c'est-à-dire que si tu picoles tous les soirs, de toute façon, même si on trouve le bon traitement, il fera pas effet parce que l'alcool annule les effets des molécules et en plus c'est hyper dépressiogène. Donc ça crée des états, même qui est le pire état de la bipolarité, ce qu'on appelle l'état mixte. C'est la manie et la dépression en même temps. Et ça, c'est terrible parce que tu as à la fois énormément... en fait, c'est la phase où il y a le plus de risques suicidaires parce que tu crois à fond en tes idées, mais tu as en même temps beaucoup d'idées noires. Donc c'est là où il y a les gens organisent vraiment le passage à l'acte. Donc ça, c'est dangereux. Et l'alcool, si on ne maîtrise pas, bien sûr, il faut absolument arrêter, quoi, parce que on ne peut pas guérir de la bipolarité si en plus, si à côté, on est alcoolique, quoi. Donc l'alcool, ça vient favoriser l'apparition de ces phases mixtes dont tu parles? Oui, c'est dépressiogène, donc ça va t'amener vers des phases dépressives beaucoup plus récurrentes. Ça va, au moment où tu vas partir en up. Partir en up, c'est partir en phase maniaque? Ouais, voilà, où tu pars en phase maniaque avec l'alcool qui est dépressiogène, ça va venir mixer un peu et ça fait ce qu'on appelle des phases mixtes. Et puis non, mais ça joue sur... le traitement ne peut pas marcher, enfin, donc du coup, il fallait absolument que j'arrête l'alcool. Mais c'était une addiction qui était très forte. Et puis dans mon cas, c'était une addiction qui était à visée hypnotique. C'est-à-dire que je buvais en partie seule. Et puis pour m'endormir, et parce que je craignais énormément le moment du sommeil. Qu'est-ce que tu craignais pour le moment du sommeil? Je ne sais pas vraiment à ce moment-là. J'avais une grosse angoisse du sommeil. Je pense que c'était l'angoisse du vide. Je pense que c'était aussi l'angoisse de ne pas dormir parce que comme je disais tout à l'heure, le sommeil, c'est le premier symptôme de la bipolarité. Donc, si tu dors trop ou si tu dors pas, tu sais que tu vas partir dans une phase. Et puis, je veux dire, c'est quand tu sais que tu peux pas faire confiance à ta propre tête, c'est dur de vivre avec ça, quoi. De vivre au quotidien en sachant qu'à tout moment, bon, parce qu'il y en a qui prennent des drogues, etc., mais ils savent quand ils la prennent, le contexte, etc. Nous, ça peut arriver à tout moment, au supermarché, à la messe, j'en sais rien. Dans des moments pas appropriés, quoi. Donc, tu avais l'impression de vivre un peu avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête? Oui, et puis de ce fait-là, l'alcool, c'était vraiment le moyen pour moi de faire taire toutes ces émotions. Et puis, c'était de l'autodestruction, hein. Donc, aujourd'hui, tu as trouvé un traitement qui te correspond, un traitement médicamenteux. Oui. Et en plus de ça, tu as testé d'autres pratiques thérapeutiques et notamment la psychoéducation. Est-ce que tu veux nous en parler? Oui, alors moi je pense que la psychoéducation et les médicaments, c'est les deux choses les plus importantes pour guérir d'une maladie parce que la bipolarité, c'est une maladie mentale. Après, on a aussi les troubles mentaux comme le trouble borderline, le trouble schizo-affectif, le trouble autistique, TDAH, etc. Mais là, je parle de la psychoéducation pour la bipolarité, mais c'est aussi valable pour tous les autres troubles, en fait. Est-ce que tu peux juste nous rappeler, selon toi, quelle est la différence entre un trouble et une maladie? Oui, alors un trouble, c'est une composante, en fait, de la personnalité et on peut agir dessus et l'améliorer, voire le soigner complètement. On a des borderline qui qui sont en rémission complète, voilà, qui ont modifié leur structure avec de la thérapie comportementale, etc.
les maladies comme la schizophrénie et la bipolarité, ça ne se guérit pas. Donc ça se stabilise, mais ça peut repartir potentiellement. Donc il faut être quand même toujours très vigilant, même quand on est stabilisé. Alors après, il y a quand même, une fois que tu es stabilisé, il y a peu de chances que ça reparte, mais ça arrive quand même, hein, ça arrive. Donc voilà la différence. Mais dans tous les cas, la psychoéducation, c'est vraiment essentiel, je pense, pour s'en sortir. Et c'est tout simplement le fait de connaître d'abord son cerveau, comment son cerveau fonctionne chimiquement, même de façon assez scientifique, mais puis après de manière émotionnelle, réactionnelle, etc. Et puis quels facteurs influencent nos émotions, etc. Et puis connaître la maladie ou le trouble et puis les mettre en perspective. Donc c'est pour ça que maintenant j'ai développé une expertise sur la bipolarité parce que ça fait 10 ans. Oui, ça fait 10 ans que je fais énormément de recherches. Je suis à jour sur tout ce qui se passe parce que quand tu commences à apprendre à connaître ton cerveau, tu apprends aussi à agir dessus. Et là, il peut se passer des choses assez incroyables. Le pouvoir qu'on a sur notre propre cerveau, moi j'y crois vraiment. Alors je pense pas qu'on peut complètement changer parce qu'il y a aussi des neurotransmetteurs qui fonctionnent plus ou moins bien, des liaisons effectivement qui sont déjà là. Mais je pense quand même qu'on on a une capacité à agir et puis à modifier nos schémas de pensée et par des actions mentales et puis évidemment par d'autres choses comme la nourriture, l'art par exemple. Moi ça me donne de la sérotonine, donc c'est pour ça que j'y vais souvent parce que ça me permet de stimuler mon stock de sérotonine pour éviter la dépression, etc. Mais ça c'est se connaître de l'intérieur chimiquement, etc. Pour moi c'est très important et c'est ça la psychoéducation. Et du coup, dans le cadre de la psychoéducation, tu es guidée par un thérapeute ou comment est-ce que tu as été introduite à cette pratique et comment est-ce que tu la pratiques? Alors, moi, il faut savoir que quand j'ai été diagnostiquée, donc il y a plus de 10 ans, déjà, en fait, la bipolarité, encore maintenant, c'est pas connu, mais c'était encore moins connu il y a 10 ans. C'est-à-dire qu'on on entend souvent le mot bipolaire, mais moi, c'est arrivé que très rarement que je tombe sur des personnes qui savaient ce que c'était. Et puis souvent les définitions qu'on m'a données, c'est très éloigné de ce qu'est la bipolarité en réalité. Donc non, moi je me suis renseignée toute seule. J'ai commencé par suivre des gens donc plutôt au Canada parce qu'en France on est un peu dans les choux niveau psychiatrie. Et puis après des articles, des youtubeurs que je suivais, des livres. Bon, j'ai commencé par le DSM. Après, j'en ai acheté plein d'autres. Après, j'ai aussi travaillé avec des thérapeutes, des docteurs à qui je posais beaucoup de questions. J'ai participé à des études sur la bipolarité, donc ça me permettait aussi de savoir les dernières choses qui allaient sortir. Puis plus récemment, donc impliquée dans une structure Upstage qui permet de proposer un parcours de soins pour les malades psychiques qui soit adapté, parce que c'est pas du tout le cas aujourd'hui en France. Et puis tout ça fait qu'effectivement, ça fait partie de la psychoéducation. D'accord. C'est de l'éducation psychologique sur soi-même et puis sur comment fonctionnent nos troubles. D'accord. Et est-ce que tu avais certaines peurs avant de te lancer dans l'étude de ton cerveau? Est-ce que tu avais peur de ce que tu allais découvrir? Ou est-ce que tu avais des idées préconçues sur toi et ta manière de fonctionner? Moi, je savais qu'il y a un truc qui était pas normal, en tout cas que les autres autour de moi n'avaient pas. Donc, j'avais pas peur de ce que j'allais découvrir parce que j'avais besoin de savoir. En fait, moi, je suis quelqu'un qui a vraiment besoin de savoir. Après, oui, forcément, à un moment donné, tu mets une croix sur le fait que tu seras la petite nana bien comme il faut. Qui passe partout, que les gens voilà, acceptent quoi qu'il arrive. Ça, c'est sûr, surtout quand tu commences à assumer ta maladie. Les gens, ça fait peur. Les gens ont peur des maladies mentales.
pour des raisons qui sont principalement de l'ignorance, hein, de la mauvaise éducation, mais c'est pas la faute des gens, c'est la faute aussi de la société, aussi tout ce qui est toutes les œuvres cinématographiques qui montrent des maladies psychiatriques qui ne sont pas du tout ce qu'est le quotidien en réalité des malades avec cette maladie. Je pense notamment à la schizophrénie qui est quand même extrêmement stigmatisée. Moi, j'en connais plusieurs des gens schizophrènes et c'est terrible pour eux. C'est terrible parce qu'on les condamne complètement. Ils sont condamnés. Tant qu'il n'y a pas cette déstigmatisation qui sera faite, ils pourront jamais espérer de vivre à peu près normalement. Ils se feront rejeter. Et même, j'avais un témoignage là, d'une jeune fille qui me disait que même à l'hôpital psychiatrique, les gens ne voulaient pas vraiment échanger avec elle du fait qu'elle était schizophrène. Donc, c'est pour ça que moi, je suis vraiment... ça m'énerve, voilà, même si je sais que c'est pas volontaire, mais quand les gens emploient à tort et à travers les noms des maladies mentales, parce que c'est comme ça qu'on participe, ça fait des effets boule de neige. Et puis, dès que quelqu'un est dangereux, ça va être un schizo. Dès que quelqu'un a un saut d'humeur, ça va être un bipolaire. Alors qu'il y a une vraie douleur derrière. Il y a une vraie maladie qui fait qu'on ne peut pas vivre normalement, qu'on est obligé de s'adapter, d'adapter tout notre quotidien, hein, même après la stabilité, quoi. Du coup, la psychoéducation, ça permet aussi de changer le regard de la société sur les maladies ou les troubles que les personnes de notre entourage ont, mais aussi peut-être l'image que nous, on a de nous-mêmes et de notre cerveau. Oui, parce que exactement. Et puis, c'est sûr qu'en plus de ça, on verra, il y a très souvent des malades avec des maladies ou des troubles qui sont diagnostiqués, même certains depuis plusieurs années, mais quand tu leur demandes d'expliquer, ils ne savent pas te dire exactement ce que c'est. Et donc, les gens sont mal renseignés. Donc ça, là, c'est pour ça que c'est vraiment intéressant de juste aller chercher sur Internet, d'aller sur une source fiable, parce qu'il y a quand même encore beaucoup de bêtises, et puis de se renseigner, parce que ça peut arriver à tout le monde, et ça peut arriver à nos enfants, ça peut arriver à nos proches. Personne n'est à l'abri d'une dépression, d'un burn-out, d'un trouble anxieux généralisé, d'un choc post-traumatique, et j'en oublie. Ça peut à un moment donné concerner tout le monde et il faut mieux savoir ce que c'est avant effectivement d'être concerné vraiment par le problème, quoi. Ça fait donc partie de tes engagements ? On est en train de militer pour faire de la santé mentale la grande cause nationale 2025 qui permettrait justement une déstigmatisation mais assez massive parce que en fait on est tous d'accord pour dire que ça doit se centrer autour de la déstigmatisation et la sensibilisation et ensuite du parcours de soins qui doit être amélioré parce que c'est quand même assez catastrophique. D'accord. Et est-ce que dans ton parcours il y a un événement ou un élément déclencheur d'un changement sur la façon dont tu te perçois, sur la façon dont tu vis au quotidien ? Je pense que mon plus gros déclencheur, c'était l'année dernière, à ma dernière hospitalisation. En fait, là, j'étais vraiment dans un cycle où je passais ma vie à l'hôpital parce que je restais 2-3 semaines, je ressortais, ils me libéraient, une semaine après, je replongeais, phase haute, phase basse, alcool plus, c'était vraiment la cata, je ne m'en sortais pas et en plus, je suis quelqu'un qui ne demande pas d'aide facilement, donc je vivais vraiment ça seule. Et mes proches étaient en fait informés souvent quand j'étais à l'hôpital, quoi. Et cette dernière hospitalisation, en fait, la crise avait été très très grosse, donc il m'avait complètement assommée avec des neuroleptiques, justement, antipsychotiques, anxiolytiques, la totale, plus mon traitement de base. Et en fait, j'ai été très 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 maigre parce que j'avais perdu beaucoup de poids. Et en fait, là, j'avoue que mes proches, quand ils venaient me voir, moi, je captais pas, mais vraiment, ils pleuraient, quoi. Alors, même des gens ma mère qui pleure jamais et qui a l'habitude de me voir à l'hôpital, d'autres amis, etc. Enfin, des gens qui sont venus, j'ai mon meilleur ami qui est venu de l'étranger pour me voir juste une après-midi. Donc là, j'ai senti qu'il y avait un truc qui se passait. Et je pense qu'en fait, les médecins avaient dû dire, on va la garder, etc. Mais il faut qu'elle se reprenne parce que
parce que là, ça va pas. Et puis les analyses étaient très mauvaises parce que je tenais même pas debout tellement j'étais maigre, quoi. Et là, j'ai eu un déclic où je me suis dit, soit t'arrêtes là et basta, soit tu te bats une dernière fois, mais là, t'es obligé de tout donner parce que t'es vraiment au fond du trou. Donc pour voir la lumière, il va falloir vraiment cravacher. Et j'ai eu un espèce d'élan de vie. Et après, ça a été extraordinaire parce que tout s'est mis en place. C'est pour ça, je pense que je suis quelqu'un quand même, malgré tout ça, qui ait beaucoup de chance parce que j'ai trouvé tout de suite un bon boulot. J'ai trouvé, enfin, j'ai tout reconstruit parce que j'ai tout reconstruit vraiment, vie sociale, vie professionnelle. Et puis aujourd'hui, ça va très bien, quoi. Et cet élan de vie, comment est-ce que tu l'as senti dans ton corps, dans ton cœur? Comment est-ce que tu le décrirais? En fait, à ce moment-là, je me souviens pas parce que je pense que j'étais en autopilotage. Mais par contre, ce que je me rends compte, c'est qu'aujourd'hui, j'ai vraiment des émotions qui sont très très fortes. Mais pas des mes émotions comme la colère ou la... Mais c'est surtout des émotions de gratitude. Et quand ça arrive, ça peut m'arriver à n'importe quel moment. Tout d'un coup, j'ai un puissant sentiment de gratitude. Et ouais, je le sens vraiment dans mon corps, dans mon cœur, enfin vraiment de l'intérieur. Et j'ai même l'impression que ça me dépasse et qu'il y a des gens qui peuvent le voir. Enfin, des fois, j'ai des pensées comme ça parce que ouais, j'ai des sentiments très très forts pour mes amis, pour ma famille. J'ai envie d'aider. Je trouve que je suis dans une démarche vraiment une bonne démarche, quoi. Pas de destruction comme j'ai été tout le temps, mais au contraire de construction et puis d'envie de faire du bien autour de moi, d'envie d'être proche de ceux qui n'ont pas de possibilité de s'en sortir seuls, qui n'ont pas d'entourage. Enfin, tout ça, ça donne beaucoup de sens maintenant. Et un sentiment de gratitude envers toi-même aussi, d'avoir décidé de te prendre en main? Ouais, franchement, je pense que c'est rare dans la vie où je me suis dit ça, mais là, je me dis vraiment, t'as fait du bon boulot, quoi. T'as bien bossé. Trop bien. Ouais, parce que c'était quand même pas gagné et personne s'y attendait, je pense. Mais ça, c'est assez propre à ma personnalité, mais oui, oui, non, mais c'est vrai que ça, et se reconnecter à ses émotions, c'est quand même fantastique, quoi. Et ça, on le fait quand on est bien dans sa tête et puis quand on a purgé toutes les mauvaises ondes et puis toutes les mauvaises toxines de notre corps, quoi, même si forcément il en reste un peu. Du coup, comment est-ce qu'aujourd'hui tu te reconnectes à tes émotions? Est-ce que tu le fais par des pratiques en particulier? J'ai une routine, ça j'essaye de me forcer à l'avoir. Après, c'est vrai que moi je me suis vraiment délaissée par exemple de mon téléphone. Je l'utilise quelques fois dans la journée de manière où là je vais être efficace dessus, je vais faire tout ce que j'ai envie de faire. Et après, j'essaye vraiment de le laisser loin et je me rends compte que j'arrive beaucoup plus à être dans l'instant présent quand je le fais. Après, je passe aussi beaucoup de temps seule, alors qu'avant, j'aimais pas vraiment être seule. Là, je passe beaucoup de temps seule et j'aime bien. Et pour me reconnecter, après en pratique, bah moi, j'ai pas une pratique particulière, mais par contre, dès que j'ai l'occasion d'en faire, bon, bah, je fais une. Je suis évidemment bien branchée sur tout ce qui est spirituel, mais aussi artistique. Hein. Ça, c'est encore une fois, ça c'est un ancrage de faire des expositions régulièrement ou des activités même autour de l'art et puis de voir des gens avec qui je sais on va avoir une énergie, on va développer ensemble une énergie qui sera vraiment productive, quoi. Très bien. Et est-ce que est-ce que toutes tes expériences t'ont permis de comprendre des choses sur toi et sur l'être humain en général que tu ne soupçonnais pas forcément? Oui, bah en fait, c'est vrai que j'ai l'impression un peu d'avoir eu plusieurs identités parce que il y a effectivement à la dizaine d'années, à 10 ans où j'ai commencé à avoir un peu de troubles. Après, il y a l'adolescence où là, j'ai commencé à avoir un rapport à mon corps qui était très problématique parce que je lui faisais du mal et puis parce que je me réduisais complètement à ça. Je pensais que c'était ma seule valeur. Et puis après, beaucoup plus tard,
en faisant tout un travail de psychogénéalogie et puis de thérapie, parce que quand je n'étais pas stabilisée en tant que bipolaire, c'était impossible de faire une thérapie parce que j'étais déjà pas la même personne selon les phases. Et ben, j'ai trouvé un sens en fait à ça, parce qu'il y a eu une période effectivement de mes 15 à mes 20-25 ans. Donc, je suis toujours été très décomplexée vis-à-vis de mon corps, etc. Mais là, c'était vraiment problématique. Ça me mettait en danger en plus. Donc là, j'avais ce truc-là. Après, bah oui, en fait, j'ai l'impression vraiment d'avoir eu différentes facettes dans ma vie. D'avoir goûté à plein de milieux qui sont différents. Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que je ne veux plus, dû à mon parcours, c'est sûr, porter un masque, jouer des rôles, devoir être comme si pour faire plaisir à temps. J'estime que tant que je fais du mal à personne et que mes actions sont bienveillantes, j'ai le droit de les faire, j'ai le droit de dire les choses. C'est vrai que certaines personnes, ça peut parfois surprendre parce qu'ils ont, notamment ceux qui vont être, je parle au boulot par exemple, qui sont à des niveaux hiérarchiques plus au-dessus. J'ai arrêté de porter des masques et de jouer des rôles qui étaient en fait pour moi très anxiogènes. Et puis, il y a un côté très libérateur d'être soi-même. Alors, c'est jamais 100%, mais quand on s'y approche, c'est vraiment, tu es en communion avec toi, en fait. Du coup, ce que tu dis, c'est que tu as réussi à arrêter de te voir comme juste un corps, et notamment un corps de femme. Et je pense que dans la société, on joue forcément un rôle quand on a un corps de femme et jeune d'autant plus. Et arrêter de porter des masques vis-à-vis de qui tu es vraiment et ce que tu traverses. J'ai soigné cet énorme mal-être parce que le fond de tout, même avant la bipolarité et tout le reste, c'était un énorme mal-être, parce que d'ailleurs les maladies psychiatriques, il y a une part de génétique, mais c'est un épigénétique qui se déclenche ou non en fonction en général d'un événement traumatique. Et en fait, moi je vivais avec cet événement notamment, sans savoir ce que c'était, etc. Et je pouvais pas être bien pour moi, pour ma personnalité avant. Donc je pense que ce qui a le plus changé, c'est de passer de quelqu'un qui savait pas qui elle était, qui était en quête identitaire, qui était en refus de soi-même, qui était en recherche d'être quelqu'un d'autre, en recherche d'être quelqu'un d'autre, à une personne qui s'accepte complètement, qui s'assume et qui fait ce qu'elle a envie, quoi. Et ça, c'est beau. Ouais, c'est vrai que je le souhaite à tous. Est-ce que du coup, tu as un conseil que tu pourrais donner à la Manon d'il y a 5 ans ou d'il y a 10 ans, ou même à une Manon qui serait beaucoup plus jeune? Si j'avais petite Manon, j'y pense des fois à la petite Manon justement, et quand j'y pense en général, je me vois, donc moi adulte, en train d'aller vers elle, et puis de l'enlacer, de lui faire un câlin, et de lui dire que c'est fini maintenant, tu es en sécurité. Et juste d'être en état de chaleur avec son petit soi, parce que souvent, même quand il nous est arrivé des choses et qu'on est petit, on va s'en vouloir. En fait, pendant des années, on va s'en vouloir des choses qui se sont passées alors qu'on est petit, même si ça peut être aussi, par exemple, une mère qui n'est pas présente, un père qui est alcoolique, ou d'autres traumatismes de ce genre. On va se le mettre sur le dos, et en fait c'est super important d'aller voir son enfant, et puis de lui dire que c'est fini, il a fait comme il pouvait avec les informations qu'il avait à l'époque, et maintenant tout va s'arranger, voilà. Et du coup, aujourd'hui, tu te sens en sécurité? Oui, j'ai vraiment, j'ai vraiment un sentiment de sécurité, un sentiment de stabilité. Je me sens beaucoup plus ancrée, plus forte et plus disponible pour mon entourage, dans une démarche beaucoup plus positive. Et c'est surtout que je me rends compte que là où j'étais encore il y a un an, j'allais nulle part. C'était une route qui menait nulle part.
Donc là, ça y est, je me suis remis un peu dans les rails, tout en ayant effectivement ma personnalité, etc. Mais là, tout prend un sens, voilà, c'est ça. Même tout ce que j'ai vécu, je le regrette pas, parce que maintenant, c'est ma force, quoi. Et tu continues en plus le travail d'exploration de toi via les rencontres que tu fais, via l'art. Donc du coup, est-ce que maintenant, tu as peur de te confiner? Je pense pas que tu aies peur, mais est-ce que parfois tu te dis il y a des parts d'ombre que j'ai pas encore vues et que j'aimerais voir? Ou est-ce que là, tu as plutôt envie d'aller vers ce qui est lumineux? Ou est-ce que tu acceptes tout ce qui vient à toi? Alors là, j'avoue que je suis plutôt en quête de trucs lumineux parce que je veux plus cette part d'ombre. J'ai tellement vu que j'aimerais pas la déclencher, en tout cas par moi-même. Mais par contre, évidemment, oui. Bon, il reste hein, quand même des résidus de phase hein, quand on est stable. Hein. Donc j'ai encore alors c'est pas, ça se voit pas, je pense même pas. Mais c'est des coups d'hyperactivité où tout d'un coup, je vais commencer à faire un million de trucs où je dors moins effectivement, et puis d'autres coups où je suis un peu plus down. Mais non, je cherche vraiment à stimuler naturellement, si je peux, ma sérotonine, à voir des gens qui me donnent des bonnes vibes, et tous les autres, je les ai écartés. Vraiment, j'ai fait un tri mais assez drastique, même ceux qui n'étaient pas méchants, mais tous ceux qui avaient une mauvaise influence, malheureusement, ils sont tous passés à la trappe. J'essaye aussi d'éviter le maximum de trop être drainé parce que comme je parle dans ma communauté, il y a énormément de personnes avec des troubles psychiatriques, mais du coup ils sont pas stabilisés. Donc ça peut être très dur en fait, parce qu'il y a des témoignages qui sont très très lourds. Et puis c'est potentiellement aussi des gens qui sont en crise, hein. Ils peuvent être en manie par exemple, ils peuvent être en phase haute quand ils te parlent, donc tu comprends rien, ou en phase basse, donc ils sont très très négatifs. Donc ça, j'essaye aussi d'avoir la bonne distance pour pas me faire happer par ce monde qui a besoin d'aide et que j'ai envie d'aider, mais je sais que la charge énergétique, elle est forte et que je ne peux pas le faire tout le temps. C'est pour ça que j'ai un métier à côté qui n'a rien à voir avec ça et que je souhaite garder, quoi. Et est-ce que tu aurais des œuvres d'art, des livres ou des artistes ou des penseurs qui t'ont inspiré et qui t'ont aidé dans ton parcours? Oui, bien sûr. Alors, sur le plan artistique, moi j'aime bien, en général je suis plutôt branchée moderniste, donc tous les impressionnistes, Matisse, Van Gogh, ça peut être aussi plein d'autres, il y en a tellement des impressionnistes que j'aime bien. Mais Monet aussi. Bon, c'est faire ce genre de musée-là, j'avoue que ça me ressource. Après aussi, dans du contemporain, il y a toujours aussi des choses qui peuvent être sympas. Et après, surtout ce que je voulais dire en termes de philosophe, j'ai été pas mal inspirée par la philosophie stoïcienne, que je trouve qui est arrivé au bon moment, c'est-à-dire que c'était comme c'est en fait très finalement terre à terre, mais en même temps puissant. Je trouve que vraiment il y a une puissance dans les citations stoïciennes et qui m'ont vraiment permis d'ancrer des trucs dans mon cerveau parce que vraiment je les mettais tous les jours, hein, tous les matins. Et puis qui sont des citations qui sont très nobles, hein, pas, c'est pour la bonne cause, je veux dire. Mais ça, je le faisais aussi régulièrement le matin parce que c'est comme ça qu'on ancre, c'est en se le répétant régulièrement. Et ça m'a permis d'avoir aussi une autre vision, ouais. Et pour nos auditeurs qui voudraient se renseigner sur la psychoéducation ou qui voudraient commencer à s'éduquer sur leur cerveau, qu'est-ce que tu conseilles? Alors, comme chaîne, je conseille plutôt... alors, il y en a un français qui s'appelle PsychoQuack, qui est rigolo en plus, qui est un très bon psychiatre. Après, il y a un Canadien qui s'appelle Cyril quelque chose. Vous allez trouver si vous mettez Cyril psychiatrie. Donc, qui est bien aussi. Lui, il explique tous les troubles de manière claire. Mais par contre, il garde vraiment le vocabulaire médical, quoi. Donc,
c'est pas de la vulgarisation banale, ça reste quand même assez technique. Après, en tant que... c'est intéressant aussi d'aller pour la bipolarité sur Argos 2001 parce que là, il y a toutes les news. C'est vraiment le site de référence. Après, je regarde sur plein de sites différents si la source est bien fiable. Voilà. Et puis, d'ailleurs, un peintre aussi qui m'inspire beaucoup, un peintre contemporain qui est bipolaire, c'est Garouste. Et Garouste, c'est un peintre bipolaire qui n'est pas stabilisé d'ailleurs et qui a fait des toiles sous ses deux faces. Donc voilà, et juste, excusez-moi, j'ai switché, mais pour la psychoéducation, après, il y a évidemment aussi tous les bouquins. Il y a des films qui sont très bien, qui sont proches de la réalité. On va avoir le très connu Une vie volée, mais c'est comment ça se passe dans les hôpitaux psychiatriques et c'est vrai que c'est comme ça. Après, j'en ai regardé tellement des films. Tu pourras nous partager peut-être une liste de références. Et donc les films, il y en a plein. Il faut regarder beaucoup de documentaires. Je regarde également sur le cerveau. Et puis et après par les médecins, on apprend aussi beaucoup directement par les médecins quand on est concerné par la maladie. Et du coup, est-ce que nos auditeurs peuvent te retrouver quelque part en ligne? Quelle est ton actualité si tu souhaites partager? Oui, alors du coup, j'ai le Instagram de l'association qui s'appelle Étape de l'espoir sur Instagram. Et après, on a notre site internet Upstage, sur lequel, d'ailleurs, en parlant de psychoéducation, il y a tout ce qu'il faut pour s'éduquer sur la maladie mentale, dans formation. On a fait plein de vidéos quali en plus. Pour tout expliquer, qui sont en accès gratuit. Merci beaucoup Manon. Est-ce qu'il y a une dernière phrase que tu voudrais rajouter? Je dirais que rien n'est figé, rien n'est permanent et que tant qu'il y a encore de la vie, il y a encore de l'espoir. C'est très beau. Et c'est stoïcien peut-être. Oui. Faut que je me débranche. Super, merci beaucoup pour ton temps, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça, c'est hyper intéressant et hyper enrichissant et tu as vraiment un parcours qui est inspirant, donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pourront se reconnaître et retrouver la flamme de l'espoir. C'est tout ce que je vous souhaite à tous. Super, merci. Au revoir. Chers auditeurs, merci d'avoir accordé de votre temps à cet épisode d'Inner Voyage aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous si le témoignage de Manon vous a touché et je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode. À bientôt!